À la fête de quartier, ma femme m'a présenté comme quelqu'un qu'elle connaît. J'ai souri, puis j'ai clarifié, je suis le mari qui vend la maison. Le jardin est devenu silencieux, mais l'offre de notre voisin a choqué tout le monde. Vous connaissez ce moment où vous réalisez que votre mariage n'est pas seulement brisé? C'est une blague depuis des mois et vous étiez le seul à ne pas rire. Le mien s'est produit lors d'une fête de quartier dans un jardin avec 30 voisins qui regardaient. Ma femme m'a présenté comme quelqu'un qu'elle connaît, pas son mari, pas son partenaire, quelqu'un qu'elle connaît. Comme si j'étais le type qui livre ses colis Amazon. J'étais là, tenant une assiette de hamburger, la regardant rire avec un groupe de voisins et leurs amis quand elle a fait un geste désinvolte vers moi et a prononcé ces mots exacts. Le groupe avait l'air confus. L'un d'eux a même demandé si nous étions de la même famille. Elle a simplement souri et changé de sujet. Je suis resté là pendant environ 5 secondes à analyser ce qui venait de se passer. Une partie de moi voulait croire que c'était une erreur, un étrange moment de brouillard cérébral. Mais je savais que non. Ce n'était pas un accident. C'était intentionnel. Pendant des mois, elle avait agi comme si j'étais facultatif. Rentrée tardive sans explication, sortie tous les week-ends avec des amis que je n'avais jamais rencontrés. Remise en question de chaque décision que je prenais comme si j'étais un colocataire incompétent au lieu de son mari. L'intimité a disparu. Les conversations sont devenues transactionnelles. Elle traitait notre mariage comme un arrangement de vie temporaire qu'elle tolérait jusqu'à ce que quelque chose de mieux se présente. Et maintenant, devant la moitié du quartier, elle me réduisait à quelqu'un qu'elle connaît. J'aurais pu rester silencieux, j'aurais pu ravaler l'humiliation et m'en occuper en privé plus tard. C'est probablement ce qu'elle attendait, mais j'en avais assez d'être le type qui encaisse le manque de respect en silence. Je me suis approché, tenant toujours cette assiette, et j'ai souri. Pas un faux sourire, pas un sourire de colère, juste calme et contrôlé. En fait, ai-je dit assez fort pour que le groupe entende, je suis le mari et je vends la maison. Le jardin est devenu complètement silencieux. On pouvait entendre la playlist Spotify de quelqu'un tourner en arrière-plan, mais plus personne ne parlait. Tout le monde me fixait. Elle a ri, un rire nerveux, forcé, essayant de faire passer ça pour une blague. De quoi tu parles? Je vends la maison, ai-je répété, en la regardant droit dans les yeux. J'ai déjà parlé à un agent immobilier. Elle devrait être mise en vente la semaine prochaine. Son visage est devenu blême. Un des voisins, un type plus âgé qui habite 2 portes plus loin, nous regardait comme s'il assistait à un accident de voiture au ralenti. Tu ne peux pas simplement vendre la maison, dit-elle, la voix tendue. En fait, si. Elle est à nos 2 noms, mais nous savons tous les 2 comment ça marche. J'ai déjà consulté un avocat pour la division des biens. Tu auras ta part. Ne t'inquiète pas. Elle a essayé de rire à nouveau, cherchant du soutien dans le groupe, mais personne n'y croyait plus. Ils savaient tous exactement ce dont ils venaient d'être témoins. Elle m'a manqué de respect publiquement et j'ai immédiatement dénoncé son bluff. C'est ridicule, dit-elle en essayant de se reprendre. Tu es dramatique. Dramatique, ça aurait été de faire une scène quand tu m'as présenté comme quelqu'un que tu connais. Là, je clarifie simplement où nous en sommes. J'ai posé l'assiette sur la table la plus proche et je suis retourné vers la maison. Je ne suis pas parti en trombe, je n'ai rien claqué, je suis juste parti la tête haute, la laissant là, essayant d'expliquer à un groupe de voisins confus pourquoi son mari venait d'annoncer qu'il vendait leur maison. J'ai passé le reste de la soirée dans le garage à fouiller des boîtes de vieux papiers et à sortir tout ce qui concernait la maison, documents hypothécaires, registres de taxes foncières, reçus de rénovation. Je ne bluffais sur rien de tout cela. Elle est entrée dans le garage vers 22 heures après que tout le monde soit parti. Qu'est-ce que c'était que ça, bon sang, dit-elle, les bras croisés. C'était moi, étant honnête. Tu m'as humilié. J'ai levé les yeux de la boîte que je triais. Je t'ai humilié? Tu m'as présenté comme quelqu'un que tu connais. À nos voisins, des gens à côté de qui je vis depuis 3 ans. C'était une erreur. Non, ce n'en était pas une. Tu me traites comme si j'étais temporaire depuis des mois. Ce soir, tu l'as juste dit à voix haute. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, puis l'a refermée. Elle savait que j'avais raison. Et alors? Tu vas juste faire exploser toute notre vie pour un seul commentaire? Un seul commentaire? Je me suis levé, époussetant mes mains.
Tu es déconnecté de ce mariage depuis l'hiver. Les sorties tardives. Aucune explication. Tu me traites comme si je te gênais. Tu crois que je n'ai pas remarqué? Elle n'a pas répondu. Elle est restée là à me regarder comme si elle essayait de savoir si j'étais sérieux. Je vends la maison, ai-je répété, plus calmement cette fois. Tu peux te battre contre moi ou nous pouvons gérer ça comme des adultes. Quoi qu'il en soit, j'ai fini de prétendre que ce mariage est quelque chose qu'il n'est pas. Elle a quitté le garage sans un mot de plus. J'ai entendu la porte de la chambre se fermer à l'étage. Je suis retourné trier les documents. À minuit, j'avais tout organisé. J'avais déjà envoyé un courriel à l'agent immobilier plus tôt cette semaine juste pour avoir une idée de la valeur de la maison. Il s'est avéré que la valeur des propriétés dans notre quartier avait considérablement augmenté. Nous ferions un bénéfice décent même après le remboursement de l'hypothèque. Le lendemain matin, je me suis réveillé et je l'ai trouvée assise à la table de la cuisine, fixant son café. « Nous devons parler, dit-elle. »« Vas-y. »« Je ne veux pas vendre la maison. »« Notez. »« Je la vends quand même. »« Tu ne peux pas prendre des décisions comme ça sans moi. » Je me suis versé un café et me suis appuyé contre le comptoir. « Tu as raison. Le mariage est censé être un partenariat, mais tu as cessé de le traiter comme tel il y a longtemps, alors maintenant je prends des décisions qui me protègent. » Elle a baissé les yeux sur sa tasse. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle pourrait vraiment admettre quelque chose, s'excuser peut-être, mais elle ne l'a pas fait. « Je pense que tu réagis de manière excessive, a-t-elle dit à la place. J'ai fini mon café, rincé la tasse et attrapé mes clés. « Où vas-tu » a-t-elle demandé. « Au travail. Et puis je rencontre l'agent immobilier à midi. Comme je l'ai dit, la maison est mise sur le marché la semaine prochaine. » Je suis parti avant qu'elle ne puisse répondre. J'ai conduit jusqu'au travail les fenêtres baissées, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas triste. J'en avais juste fini. Et pour la première fois depuis longtemps, c'était moi qui avais le contrôle. L'agent immobilier a confirmé ce que je soupçonnais déjà. La maison se vendrait vite. L'emplacement était de premier choix, l'état était bon et le marché était dynamique. Elle a suggéré de la mettre en vente 15 000 au-dessus de ce que je pensais initialement. Elle a dit que nous recevrions probablement plusieurs offres dès la première semaine. J'ai signé les papiers cet après-midi-là, contrat de mise en vente, formulaire de divulgation, tout. L'agent a dit qu'elle enverrait un photographe jeudi pour des photos professionnelles. La maison serait en ligne vendredi. Quand je suis rentré ce soir-là, ma femme attendait dans le salon. Elle avait clairement répété le discours qu'elle s'apprêtait à faire. Nous devons avoir une vraie conversation, a-t-elle commencé. À propos de quoi? Du fait que tu prends une décision aussi importante sans en discuter réellement avec moi d'abord. J'ai laissé tomber mes clés sur le comptoir. Nous en discutons depuis des mois. Tu ne prêtais simplement pas attention. Ce n'est pas juste. Tu as raison. Juste aurait été que tu me traites comme ton mari au lieu d'un type qui paie la moitié des factures. Mais nous en sommes là. Elle s'est levée, frustrée. Un commentaire lors d'une fête de quartier ne signifie pas que tout notre mariage est terminé. Ce n'est pas un seul commentaire. Ce sont des mois où tu agis comme si j'étais jetable. Les nuits tardives avec des amis que je n'ai jamais rencontrés. La façon dont tu tressailles quand je te touche. Comment tu as transformé notre chambre en un endroit où tu dors seul même quand je suis juste là. J'ai été stressé. Stressé par quoi? Tu n'as pas travaillé depuis plus d'1 an. Je paie l'hypothèque, les charges, les courses. Tu passes tes journées à faire ce que tu veux et tes nuits dehors avec des gens que tu refuses de me présenter. De quoi es-tu stressé exactement? Elle a croisé les bras, sur la défensive. Alors, c'est une question d'argent maintenant. Non, c'est une question de respect. L'argent n'est qu'un exemple de la façon dont tout est devenu déséquilibré. Je contribue d'autres manières. Nommant une. Elle est restée silencieuse, a détourné le regard, incapable de répondre. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit. Tu as cessé de contribuer il y a des mois, émotionnellement, physiquement, pratiquement. Et la nuit dernière, tu as clairement montré que tu ne me vois même plus comme ton mari. Alors oui, je vends la maison parce que rester ici à faire semblant que tout va bien est inutile.
Tu es froid. Je suis réaliste. Elle a essayé une approche différente. Une voix plus douce, presque suppliante. Et si je disais que je veux arranger ça? Que j'ai fait des erreurs, mais que je veux essayer. Je l'ai regardé directement. Alors je dirais que tu es seulement intéressé à arranger ça parce que tu es sur le point de perdre quelque chose, pas parce que tu accordes de la valeur à la relation. Ce n'est pas vrai. Alors dis-moi la vérité. Où étais-tu mardi soir il y a 2 semaines, ou vendredi dernier, ou les 3 samedis d'avant? Elle a hésité. Dehors avec des amis. Quels amis? Est-ce que ça a de l'importance? Oui, ça en a. Parce que si tu me demandes de croire que tu veux réparer ce mariage, le moins que tu puisses faire est d'être honnête sur l'endroit où tu as passé ton temps. Elle n'a pas répondu, et juste restée là à essayer de trouver comment naviguer dans la conversation sans rien admettre. C'est bien ce que je pensais, ai-je répété. Tu veux que je te fasse confiance, mais tu ne veux même pas me donner des informations de base sur ta vie. Ce n'est pas un mariage. C'est moi qui suis ton plan de secours. Tu déformes tout. J'énonce des faits. Tu as été distante. Tu as été secrète. Et la nuit dernière, tu l'as rendue publique. Alors maintenant, je réagis en conséquence. Elle a ensuite essayé la culpabilité. Et tout ce que nous avons construit ensemble? 3 ans dans cette maison. Tous les souvenirs. Les souvenirs ne paient pas l'hypothèque. Et ils ne compensent pas le fait d'être traité comme si j'étais facultatif. Alors c'est tout? Tu as juste fini? Pas de thérapie? Pas d'essai pour surmonter ça? J'ai presque ri. La thérapie fonctionne quand les 2 personnes veulent arranger les choses. Tu ne veux rien arranger. Tu ne veux simplement pas faire face aux conséquences de tes choix. Ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste. Mais je ne vais pas rester là à me faire manquer de respect dans ma propre maison plus longtemps. Elle s'est rassise, fixant le sol. Un instant, j'ai cru qu'elle allait peut-être admettre ce qui se passait vraiment, mais elle ne l'a pas fait. Elle est juste restée assise en silence. La maison est mise en vente vendredi, ai-je dit. Tu peux coopérer et nous partagerons tout proprement, ou tu peux te battre contre moi et rendre ça plus difficile que nécessaire. C'est ton choix. Et si je refuse de vendre? Alors nous irons au tribunal. Mon avocat m'a déjà expliqué comment ça marche. C'est un bien matrimonial, et j'ai des motifs pour forcer la vente. Tu auras ta part des bénéfices dans tous les cas, mais si tu te bats contre moi, ça nous coûtera plus cher à tous les 2 en frais de justice et ça prendra plus de temps. Ça ne change pas le résultat. Elle a levé les yeux, réalisant que je ne bluffais sur rien de tout cela. Quand as-tu parlé à un avocat? Il y a 2 semaines. À peu près au moment où j'ai réalisé que ce mariage était déjà terminé, et que tu ne l'avais simplement pas encore dit à voix haute. Alors, tu as planifié ça? Je me suis protégé. Il y a une différence. Elle s'est levée et s'est dirigée vers les escaliers, s'est arrêtée à mi-chemin et s'est retournée. Je ne pensais pas que tu ferais vraiment ça. C'est parce que tu pensais que je continuerais simplement à accepter tout ce que tu me donnais. J'ai fini de faire ça. Elle est montée. J'ai entendu la porte de la chambre se fermer. J'ai pris une bière dans le réfrigérateur et je me suis assis sur le porche arrière. Mon téléphone a vibré. Un texto de l'agent immobilier. Photographe prévu pour jeudi à 10 h. Elle avait déjà commencé à rédiger la description de l'annonce. J'ai répondu par texto pour confirmer. Puis j'ai appelé mon avocat et je l'ai mis au courant de la conversation. Il a dit de tout documenter, de conserver les preuves de son refus de révéler où elle était allée, de son manque de contribution financière, de tout. Il a dit que cela compterait si les choses se compliquaient lors de la division des biens. J'ai passé le reste de la nuit à éplucher les relevés bancaires et les factures de carte de crédit, j'ai signalé chaque dépense dans des restaurants où je n'étais jamais allé, chaque trajet Uber dont je n'étais pas au courant, chaque dépense inexpliquée. Et j'ai établi une chronologie des 6 derniers mois. C'était clair comme le jour. Elle menait une vie séparée pendant que je payais pour tout. Jeudi matin, elle a tenté une dernière fois. Pouvons-nous au moins en parler avant que le photographe n'arrive? Il n'y a plus rien à dire. S'il te plaît. J'ai arrêté de ranger le désordre dans le salon et je l'ai regardé. Tu veux parler? Très bien. Dis-moi qui tu as vu.
je ne vois personne. Alors dis-moi avec qui tu as passé ton temps. Des noms, des détails. Prouve-moi que j'ai tort. Elle ne pouvait pas, ne voulait pas, et juste rester là, l'air piégé. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit pour la 3e fois. Le photographe arrive dans 1 heure. Assure-toi que tes affaires ne sont pas visibles. La maison était parfaite quand le photographe a terminé, mise en scène, propre, prête à être vendue. Elle est restée dans la chambre tout le temps, porte fermée. Vendredi après-midi, l'annonce était en ligne. Photos professionnelles, description détaillée, prix attractif. L'agent a appelé à 18 h pour dire que nous avions déjà 3 visites prévues pour le week-end et 2 offres à venir sans visite préalable. Ma femme est descendue ce soir-là et m'a vu regarder l'annonce sur mon ordinateur portable. Ça arrive vraiment, dit-elle doucement. Ouais, c'est le cas. Elle s'est assise en face de moi, regardant l'écran. Notre maison, l'endroit où nous avons vécu pendant 3 ans, mise en vente à un prix qui fermerait complètement ce chapitre. J'ai fait des erreurs, dit-elle. Tu en as fait. Mais je ne pensais pas que tu partirais vraiment. J'ai fermé l'ordinateur portable et je l'ai regardé. C'est ça le problème. Tu pensais que je resterais quoi qu'il arrive, mais je ne le ferai pas. Je vaux plus que d'être quelqu'un que tu connais, point. Samedi matin, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. C'est Grant, de 3 maisons plus loin. Nous nous sommes rencontrés à la fête de quartier la semaine dernière. Je me souvenais de lui. Un type calme. Plutôt discret. Travaillait de la maison dans le conseil en logiciel. Hochait toujours la tête pour dire bonjour quand nous nous croisions, mais nous n'avions jamais vraiment parlé au-delà de ça. Oui, je me souviens. Qu'y a-t-il? J'ai vu que ta maison a été mise en vente hier. L'annonce est-elle exacte? Tu vends vraiment? Oui, c'est le cas. Ça te dérange si je passe? J'aimerais te parler de quelque chose. 20 minutes plus tard, il était dans mon salon. Ma femme était partie opportunément pour la matinée, probablement pour éviter la réalité de ce qui se passait. Grant n'a pas perdu de temps. Je veux acheter ta maison. Je paierai le prix demandé plus 10 000. Offre en espèces, sans condition d'inspection. Nous pouvons conclure en 3 semaines. Je l'ai dévisagé. C'est une offre sérieuse. Je suis sérieux. Je surveille cette rue depuis 2 ans. Ton terrain est le mieux placé. Propriété d'angle, jardin plus grand, meilleure exposition au soleil. J'attendais que quelque chose se libère. Pourquoi ne pas passer par le processus normal? Faire une offre par l'intermédiaire de mon agent? Parce que je veux conclure rapidement et je ne veux pas avoir affaire à d'autres acheteurs en compétition. De cette façon, nous sommes tous les deux gagnants. Tu obtiens plus que le prix demandé. J'obtiens la maison que je veux et nous évitons les tracas des visites et des négociations. Je me suis assis, digérant cela. Tu comprends que cela passe par un divorce, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement moi qui vends. Ma femme possède la moitié. Je m'en suis douté d'après ce que j'ai vu la semaine dernière. Je suppose que c'est la raison pour laquelle tu vends. Et ça ne te préoccupe pas. Il a secoué la tête. Ta situation personnelle, ce sont tes affaires. Je ne me soucie que de la propriété. Mais pour être honnête avec toi, ce qui s'est passé à la fête de quartier m'a impressionné. Impressionné? La plupart des gars seraient restés là à encaisser ce manque de respect en silence. Ils s'en seraient occupés en privé plus tard. Ils l'auraient probablement laissé passer complètement. Toi, non. Tu l'as dénoncé sur le champ. Il faut du courage. Je ne savais pas quoi répondre à ça. Je ne m'attendais pas à ce que cette conversation prenne cette tournure. Écoute, a continué Grant, j'ai été divorcé. Je sais comment ça se passe. Quelqu'un cesse de te respecter, cesse de te voir comme un partenaire, et tu as 2 choix. Tu peux rester et te laisser disparaître, ou tu peux partir avec ta dignité intacte. Tu as choisi la 2e option. Je respecte ça. Alors, tu veux acheter ma maison parce que je me suis défendu lors d'une fête de quartier? Je veux acheter ta maison parce que c'est une bonne propriété et que je peux me le permettre. Mais oui, la façon dont tu t'es comporté m'a définitivement donné envie de t'aider à accélérer ce processus. Il m'a tendu un document imprimé,
une lettre de préapprobation de sa banque. Il ne mentait pas sur sa capacité à payer en espèces. Le type avait de l'argent sérieux en actifs liquides. Je vais devoir en parler à mon avocat, ai-je dit. Et évidemment, ma femme doit être d'accord puisqu'elle possède la moitié. C'est juste, mais mon offre est valable 48 heures. Après ça, je regarderai d'autres propriétés dans le coin. Nous nous sommes serrés la main et il est parti. J'ai immédiatement appelé mon avocat. C'est une excellente offre, a-t-il dit après que j'ai expliqué la situation. Ça réduit considérablement ton temps d'incertitude, mais tu as besoin de l'accord de ta femme pour l'accepter. Et si elle refuse? Alors nous procédons avec le processus de vente normal, mais cette offre te donne un avantage. Elle peut soit accepter une vente rapide et rentable, soit faire traîner les choses et potentiellement obtenir moins d'argent après des mois de visite et de négociations. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, j'ai envoyé un texto à ma femme pour qu'elle rentre, que nous devions parler. Elle est entrée 1 heure plus tard, l'air sur la défensive avant même que j'aie dit quoi que ce soit. Quoi encore? Nous avons une offre sur la maison du voisin de 3 portes plus loin. Au-dessus du prix demandé, en espèces, conclusion en 3 semaines. Son expression est passée de défensive à surprise. Déjà? Ouais. Et c'est une offre solide. Mon avocat dit que nous devrions l'accepter. Combien au-dessus du prix demandé? 10 000 plus aucune condition d'inspection signifie que nous gardons tout le profit et concluons rapidement. Elle s'est assise lentement. Ça arrive vraiment. Je t'ai dit que oui. Maintenant, tu as le choix. Nous acceptons cette offre, nous partageons les profits selon ce qui est légalement juste, et nous passons à autre chose. Ou tu refuses, nous passons par des mois de visite et de négociations, et nous finissons probablement avec moins d'argent après tout. Qu'est-ce que tu veux dire par légalement juste? C'est 50-50e, non? J'ai sorti un dossier que mon avocat avait préparé. Pas exactement. C'est un décompte des contributions financières de la dernière année. Paiements hypothécaires, taxes foncières, entretien, charges, tout a été payé par moi. Ensuite, il y a la compte, qui était à 60% mon argent, 40% le tien, plus les rénovations, que j'ai payées entièrement. Elle a regardé les papiers, son visage devenant blême. Mon avocat dit que dans un divorce, le tribunal prend en compte la contribution financière. Tu n'as pas travaillé ni contribué financièrement depuis plus d'1 an. Ça affecte le partage. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis tout à fait sérieux. Tu auras ta part, mais elle sera basée sur la contribution réelle, pas seulement sur le fait que ton nom soit sur l'acte. C'est insensé. Tu essaies de m'arnaquer. Je suis la loi. Si tu penses que c'est injuste, prends ton propre avocat et nous les laisserons régler ça. Mais ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Cette offre expire dans 48 heures. Elle a jeté le dossier sur la table. Je dois y réfléchir. Tu as 2 jours. Après ça, l'offre de Grant n'est plus valable et nous retournons au processus de vente normal, ce qui signifie plus de temps, plus d'avocats, plus d'argent dépensé. C'est ton choix. Elle a quitté la pièce. J'ai ramassé le dossier et l'ai remis en ordre. Tout ce qu'il contenait était factuel. Relevé bancaire, registre de paiement, reçu. Mon avocat avait été méticuleux. Cette nuit-là, j'ai reçu un texto de Grant. Une décision? J'y travaille encore. Je devrais savoir d'ici lundi. Très bien. Tiens-moi au courant. Dimanche a été tendu. Ma femme m'a évité la plupart de la journée. Je pouvais voir qu'elle paniquait, essayant de trouver un moyen de tirer plus de cette situation, mais les calculs n'étaient pas en sa faveur et elle le savait. Lundi matin, elle est descendue pendant que je faisais du café. J'accepte la vente, mais je veux 50-50e. Ça n'arrivera pas. La répartition est juste, basée sur la contribution. Alors je prendrai un avocat. Vas-y. Mais l'offre de Grant expire ce soir. Si tu veux faire traîner ça et dépenser des milliers en frais de justice juste pour finir avec moins d'argent, c'est ta décision. Elle m'a fixé pendant un long moment, cherchant un angle, essayant de savoir si je bluffais. Je ne bluffe pas, ai-je dit, lisant dans ses pensées. Prends l'offre ou non. Quoi qu'il en soit, cette maison va être vendue. Elle a attrapé son téléphone et a quitté la pièce. Je l'ai entendu passer des appels,
probablement pour trouver un avocat qui lui donnerait une consultation gratuite. Bonne chance avec ça. À 17 h cet après-midi-là, elle n'avait toujours pas accepté. J'ai envoyé un texto à Grant. Elle fait traîner. Elle va probablement laisser ton offre expirer. Dommage. Je commencerai à chercher d'autres propriétés demain. À 19 h, ma femme est revenue dans la cuisine. D'accord, j'accepte. Tu acceptes l'offre avec la répartition financière fournie par mon avocat. Elle avait l'air de vouloir argumenter, mais elle a juste hoché la tête. Dis-le clairement. Oui. J'accepte de vendre la maison à Grant pour le prix demandé plus 10 et j'accepte le partage des biens que ton avocat a exposés. J'ai immédiatement envoyé un texto à Grant. Elle a accepté. Allons de l'avant. Il a répondu en quelques secondes. Parfait. Je demanderai à mon avocat de contacter le tien demain matin. Faisons ça. J'ai regardé ma femme. Elle était là, l'air vaincu, réalisant probablement pour la première fois que je ne reculerais sur rien. 3 semaines, ai-je dit, et c'est terminé. Elle est montée sans répondre. Je me suis assis sur le porche arrière avec une bière, regardant le soleil se coucher sur le jardin que je quitterai bientôt. Mon téléphone a vibré. Encore un texto de Grant. Au fait, une fois que ce sera conclu, je prévois quelques rénovations. Si tu es encore dans le coin et que tu as besoin de recommandations pour des entrepreneurs, fais-moi signe. J'ai souri. Le type planifiait déjà son avenir ici. Pendant ce temps, je planifiais le mien ailleurs, quelque part sans le poids d'un mariage mort depuis des mois. 3 semaines ne pouvaient pas arriver assez vite. La vente avançant, j'ai commencé à faire mes cartons, à vider les placards, les tiroirs. 3 ans de choses accumulées. C'est là que j'ai trouvé les reçus, cachés au fond du tiroir de son bureau, pliés dans un vieil agenda qu'elle pensait que je ne regarderais jamais. Des reçus de dîner dans des endroits où nous n'étions jamais allés ensemble. Des restaurants haut de gamme du centre-ville. Des dates des 6 derniers mois. Toujours les soirs où elle disait être sortie avec des amis. Un reçu a attiré mon attention. 2 plats principaux, une bouteille de vin, un dessert. Le total s'élevait à plus de 200 $. Payé avec sa carte de crédit, celle liée à notre compte joint, celle que je remboursais chaque mois. J'ai continué à chercher, j'ai trouvé d'autres reçus, différents restaurants, même schéma, toujours 2 personnes, toujours cher, toujours les soirs où elle prétendait simplement traîner avec désinvolture. Puis j'ai vérifié notre sauvegarde sur le cloud, quelque chose que j'avais mis en place il y a des années pour nos téléphones, principalement pour les photos. Il s'avère que les messages textes supprimés s'y synchronisent aussi si vous savez où chercher. J'ai trouvé des conversations avec un certain Ryan. Ça a commencé innocemment, juste des échanges amicaux. Mais en février, le ton a changé, blague privée, message tard dans la nuit, commentaires qui dépassaient les limites. Rien d'explicitement physique, mais assez pour qu'il soit clair que ce n'était pas juste une amitié. Un message d'elle s'est démarqué, envoyé il y a 3 semaines. Il est tellement déconnecté de toute façon. Je ne pense même pas qu'il remarquerait si je disparaissais. Sa réponse, alors pourquoi rester? Sa réplique, j'y travaille. Je suis resté assis là, à regarder l'écran de mon ordinateur portable, à lire des mois de messages. Elle avait planifié sa sortie tout en vivant dans la maison que je payais, en mangeant la nourriture que j'achetais, en faisant semblant que tout allait bien. Je n'ai pas crié, je n'ai rien cassé, j'ai juste fait des captures d'écran de tout, je les ai sauvegardées sur un disque dur séparé et j'ai envoyé des copies à mon avocat. Quand elle est rentrée ce soir-là, j'étais assis dans le salon avec des impressions des reçus étalés sur la table basse. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» a-t-elle demandé en posant son sac à main. « Des preuves. » Elle a regardé de plus près, a vu ce que c'était, et son visage est devenu blême. « Où as-tu eu ça ?»« Ton bureau. » Lecture intéressante. 200 $ à Livy House un mardi. Tu m'as dit que tu étais chez Target ce soir-là. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est exactement ce que je pense. Tu as dépensé notre argent pour inviter quelqu'un d'autre à dîner tout en me disant que tu faisais des courses. C'était juste des amis. Des amis? Quel ami? Parce que j'ai 6 mois de reçus ici, tous montrant le même schéma. 2 personnes, repas chers, toujours quand tu disais que tu étais ailleurs. Elle a essayé d'attraper les papiers.
Je les ai mis hors de sa portée. J'ai aussi trouvé les messages. Elle s'est figée. Quel message? La sauvegarde sur le cloud est une chose merveilleuse. Tu les as supprimés de ton téléphone, mais ils sont toujours accessibles si tu sais où chercher. Chaque conversation avec Ryan, chaque texto tard dans la nuit, chaque plan que tu as fait dans mon dos. Tu as fouillé dans mes messages privés. Ils sont sur un compte cloud partagé que je paie. Rien de privé là-dedans. Mais belle diversion. Ça montre vraiment où sont tes priorités. Elle s'est assise, essayant de trouver sa prochaine manœuvre. Je pouvais voir les rouages tourner, cherchant un angle pour tourner ça en sa faveur. Ce n'était pas physique, a-t-elle finalement dit. Est-ce que ça a de l'importance? Oui, ça a de l'importance. Je ne t'ai jamais trompé. J'ai affiché une des captures d'écran sur mon ordinateur portable et je l'ai tournée vers elle. Tu lui as dit que tu travaillais à me quitter. Ce n'est pas trompé. C'est juste parler de mettre fin à notre mariage. Tout en vivant ici, tout en dépensant mon argent, tout en faisant semblant que tout allait bien. Tu fais paraître ça pire que ça ne l'est. Comment ça ne peut pas être aussi grave que ça en a l'air? Tu es émotionnellement impliqué avec quelqu'un d'autre depuis des mois, tu mens sur tes allées et venues, tu dépenses de l'argent pour des rendez-vous avec lui, et tu planifies ta sortie. Quelle partie de cela est-ce moi qui le fais paraître pire? Elle n'avait pas de réponse, et juste restait assise là, l'air piégé. Tu avais des options, ai-je dit. Si tu étais malheureuse, tu aurais pu être honnête. Tu aurais pu dire que tu voulais partir. Au lieu de ça, tu as choisi de mentir, de te faufiler et de me manquer de respect pendant que je payais pour tout. C'est juste arrivé. Rien n'arrivait juste. Tu as fait des choix. Chaque dîner, chaque texto, chaque mensonge. C'étaient tous des choix. Elle a ensuite essayé la culpabilité. Peut-être que si tu m'avais accordé plus d'attention, je n'aurais pas eu besoin de quelqu'un d'autre à qui parler. J'ai presque ri. C'est ça ton jeu? Me blâmer pour tes décisions? Je dis juste que tu n'étais pas exactement présent. Je travaillais pour payer nos factures. L'hypothèque à laquelle tu ne contribuais pas. Les cartes de crédit que tu as maximisées pour des dîners avec Ryan. J'étais bien présent. Tu t'en fichais simplement parce que tu étais déjà concentré sur quelqu'un d'autre. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est que tu essaies de réécrire l'histoire pour te faire passer pour la victime. Tu as triché émotionnellement. Tu as menti constamment et tu as passé des mois à planifier ton départ tout en agissant comme si tout allait bien. Assume. Elle a baissé les yeux, incapable de me regarder. Mon avocat a des copies de tout, ai-je dit. Les reçus, les messages, tout. Si tu essaies de te battre contre moi pour la maison ou la division des biens, tout cela deviendra partie du dossier. Tu veux ça? Tu me menaces? Je suis clair sur les conséquences. Tu as fait des choix. Ces choix ont des documents. Si tu veux rendre ça plus difficile que nécessaire, cette documentation devient publique au tribunal. C'est à toi de décider. Elle s'est levée en tremblant. Je ne sais même plus qui tu es en ce moment. Je suis le gars qui a cessé de te laisser lui marcher dessus. Peut-être que si tu avais prêté attention à ça, nous n'en serions pas là. Elle est montée. J'ai entendu la porte de la chambre se fermer, puis se verrouiller. Très bien pour moi. Je n'avais aucun intérêt à lui parler davantage. Quoi qu'il en soit, j'ai passé le reste de la soirée à tout organiser dans des dossiers, documents financiers, capture d'écran de messages textes, reçus, chronologie des événements. Mon avocat avait dit que la documentation était la clé si les choses se compliquaient pendant le divorce. Maintenant, j'en avais plus qu'assez. Le lendemain, elle m'a complètement évité. Elle est restée dans la chambre jusqu'à ce que je parte au travail. Elle est rentrée après que j'étais déjà au lit. Nous étions des colocataires à ce stade. À peine même ça. L'avocat de Grant a contacté le mien. Le processus de vente se déroulait sans accroc. Inspection annulée, recherche de titres propres, clôture prévue dans 3 semaines comme promis. Tout était sur les rails. Ma femme est finalement descendue jeudi soir alors que je fouillais d'autres boîtes dans le garage. Je veux expliquer, a-t-elle commencé. Il n'y a rien à expliquer. J'ai trouvé les preuves. Je sais ce qui s'est passé. Nous avons dépassé le stade des explications.
Ryan est juste un ami. Arrête de mentir. Tu lui as dit que tu travaillais à me quitter. Les amis ne disent pas ça. C'était compliqué. Non, ça ne l'était pas. Tu t'es impliqué avec quelqu'un d'autre tout en étant encore marié à moi. Assez simple. Elle s'est appuyée contre le cadre de la porte. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous concluons la vente de la maison dans moins de 3 semaines. Tu obtiens ta part basée sur la répartition fournie par mon avocat. Nous demandons le divorce et ensuite nous suivons nos chemins séparés. Juste comme ça? Juste comme ça. Tu as fait tes choix. Maintenant, tu vis avec. Et si je disais que je voulais essayer de réparer ça? J'ai arrêté de faire mes cartons et je les regardais directement. Tu ne veux rien réparer. Tu ne veux simplement pas faire face aux conséquences. Il y a une différence. Elle n'a pas argumenté. Elle ne le pouvait pas, parce qu'elle savait que j'avais raison. Est-ce que Ryan sait que tu es sur le point d'être sans abri? Ai-je demandé. Je ne suis pas sans abri. Je trouverai quelque chose. J'espère qu'il a une chambre d'amis parce qu'après la clôture, tu n'es plus mon problème. Elle a quitté le garage sans répondre. Je suis retourné faire mes cartons, ne ressentant rien. Pas de colère, pas de tristesse. Juste prêt à ce que ce chapitre se termine. Mon téléphone a vibré. Un texto de mon avocat. Tous les documents sont déposés. Les papiers du divorce sont prêts à être signifiés une fois la maison vendue. J'ai juste besoin de votre confirmation pour procéder. J'ai répondu par texto, procéder. 3 semaines. C'est tout ce qui se dressait entre moi et la liberté complète de ce gâchis. Je pouvais attendre 3 semaines. La clôture a eu lieu un mercredi matin. Grant est arrivé tôt, professionnel et prêt. Ma femme est arrivée avec 10 minutes de retard, l'air de ne pas avoir dormi. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à la table de conférence de la société de titres, les avocats des deux côtés, l'agent d'entiercement passant en revue les documents. Tout le processus a duré moins d'1 heure. Quand ce fut terminé, je suis sorti avec un chèque pour ma part. Elle a eu la sienne, nettement plus petite après l'application de la répartition financière. Elle a essayé d'argumenter une dernière fois, mais son avocat lui a conseillé de signer. Sage décision de sa part. C'est tout, a-t-elle demandé alors que nous étions sur le parking. C'est tout. La maison est vendue, maintenant nous en avons fini. Où vas-tu? Ce n'est plus ton problème. Et les papiers du divorce sont déposés la semaine prochaine. Tu seras signifié à ta nouvelle adresse. Quelle qu'elle soit. Elle avait l'air de vouloir dire autre chose, mais je suis monté dans ma voiture et je suis parti. J'ai conduit directement à la banque, j'ai déposé le chèque et j'ai appelé mon avocat. C'est fait. Procéder au dépôt du divorce. Nous le ferons. Ça devrait être finalisé dans environ 60 jours étant donné qu'il n'y a pas de problème de garde ou de litige sur les biens maintenant. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. J'ai conduit jusqu'à la petite maison de location que j'avais réservée 2 semaines auparavant. Une chambre, un quartier décent, un bail au mois. Rien d'extraordinaire, mais c'était à moi. Pas d'espace partagé, pas de rappel de ce que j'avais laissé derrière moi. Ce soir-là, Grant m'a envoyé un texto. Merci d'avoir rendu le processus fluide. La maison est exactement ce que je voulais. Content que ça ait fonctionné pour nous deux. Au fait, j'ai croisé Madame Patterson tout à l'heure. Elle a demandé ce qui s'était passé avec vous deux. J'ai souri. Madame Patterson était la commère du quartier. Si elle posait la question, tout le monde était au courant maintenant. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit de s'occuper de ses affaires, mais j'ai pensé que tu voudrais savoir. Les gens parlent. Laisse-les parler. Ça ne me préoccupe pas. Et ce n'était pas le cas. Les personnes qui comptaient connaissaient la vérité. Tous les autres pouvaient spéculer autant qu'ils le voulaient. 2 semaines plus tard, les papiers du divorce ont été signifiés. Mon avocat a appelé pour confirmer qu'elle les avait reçus et qu'elle avait 30 jours pour répondre. Si elle ne contestait rien, nous serions légalement séparés au début de l'été. Elle a essayé de m'appeler plusieurs fois. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à discuter. Un après-midi, j'ai croisé Grant à la quincaillerie. Il achetait des fournitures de peinture pour les rénovations qu'il avait mentionnées.
Comment va la maison, ai-je demandé. Super. J'ai déjà repeint le salon. Je prévois de refaire la cuisine le mois prochain. La maison a de bonnes bases. Content que tu te l'appropries. J'ai vu ton ex l'autre jour, dit-il. Elle passait lentement en voiture, regardant la maison. Elle semblait contrariée. Pas surprenant. La réalité l'a probablement frappée durement. Elle a fait ses choix, dit Grant. Tu as bien géré la situation. Beaucoup de gars seraient restés et auraient été malheureux. Toi, non. Nous avons parlé quelques minutes de plus, puis nous nous sommes séparés. J'ai fini mes courses et je suis rentré chez moi. Cette nuit-là, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. C'était elle, utilisant un autre téléphone. Pouvons-nous parler? Je l'ai supprimé. J'ai bloqué le numéro. Il n'y avait rien à dire. Le divorce a été finalisé 62 jours après le dépôt. Pas de contestation, pas de drame, juste des signatures et un tampon du tribunal le rendant officiel. J'ai reçu la notification de mon avocat un vendredi après-midi. Félicitations, a-t-il dit. Vous êtes officiellement célibataire. Je l'ai remercié, j'ai payé sa dernière facture et j'ai complètement fermé ce chapitre. Ce week-end-là, je suis passé en voiture devant l'ancien quartier. Grant avait fait aménager le jardin de devant. De nouvelles plantes le long de l'allée. La maison était plus belle que lorsque j'y vivais. J'ai continué à conduire, je ne me suis pas arrêté, je n'ai pas ralenti, j'ai simplement continué à avancer. Parce que c'est ce que l'on fait quand on connaît sa valeur. On ne mendie pas le respect. On ne tolère pas d'être traité comme quelqu'un de jetable. On s'en va avec sa dignité intacte, et on construit quelque chose de mieux. 3 mois après la finalisation du divorce, j'étais assis dans un bar sportif à regarder le match quand j'ai reçu une demande de message sur les réseaux sociaux. Elle. J'ai fait une erreur. Nous devrions parler. J'ai regardé le message pendant environ 5 secondes, puis je l'ai supprimé sans répondre. Certaines portes, une fois fermées, restent fermées. La vie s'était installée dans un rythme confortable. Le travail allait bien. J'ai eu une promotion avec une augmentation décente. La maison de location est devenue quelque chose de permanent lorsque le propriétaire m'a proposé de me la vendre à un prix juste. Je l'ai achetée content avec l'argent de la vente. Pas d'hypothèque, rien de partagé, juste à moi. J'ai croisé Grant quelques semaines plus tard dans un café. Il était avec quelqu'un, avait l'air heureux. « Et, comment ça va ?» a-t-il demandé. « Bien. Très bien, en fait. J'ai entendu dire que tu avais acheté la maison que tu louais. Bonne décision. Ça semblait juste. Comment va la maison? J'ai fini la rénovation de la cuisine le mois dernier. C'est super. Il a fait une pause. Ton ex est encore passé en voiture récemment. C'est la 3e fois que je le remarque. Elle a dit quelque chose? Non. Elle ralentit, regarde, puis s'en va. J'ai haussé les épaules. Ce n'est plus mon problème. Exactement, dit Grant. Tu es passé à autre chose. Elle est coincée à regarder en arrière. Nous avons parlé quelques minutes de plus avant de nous séparer. J'ai pris mon café et je suis rentré chez moi. Ce soir-là, j'ai vidé la dernière boîte du garage. Vieilles photos, papiers divers, des choses que j'avais repoussées à plus tard. J'ai trouvé notre album de mariage au fond, je l'ai feuilleté une fois, n'ai rien ressenti, et je l'ai jeté dans le tas des dons. Mon téléphone a sonné, numéro inconnu, probablement encore elle avec un autre téléphone. Je l'ai envoyé sur la messagerie vocale et j'ai continué à ranger. La notification de message est apparue 1 heure plus tard. Je l'ai écoutée. Je sais que tu ne veux pas parler, mais je dois te dire que je suis désolé. Ryan n'a pas fonctionné. Je réalise maintenant ce que j'ai abandonné. S'il te plaît, rappelle-moi. Je l'ai supprimé immédiatement. Je n'ai même pas fini de l'écouter. Elle ne voulait pas de moi parce que je lui manquais. Elle voulait de moi parce que son plan avait échoué et qu'elle cherchait un filet de sécurité. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la commodité. Samedi matin, je travaillais dans le jardin quand mon voisin est venu. Un type plus âgé, militaire à la retraite, ne parlait pas beaucoup, mais toujours amical. J'ai entendu dire que tu avais divorcé, dit-il.
Désolé pour ça. Ne le sois pas. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Bonne réponse. Mon ex-femme a essayé de revenir 2 fois après notre divorce. Les 2 fois, je lui ai dit la même chose. Tu as fait ton choix. Maintenant, vis avec. Point. Exactement. Tu as l'air de bien t'en sortir, cependant. Mieux que bien. Je suis libre. Il a hoché la tête, comprenant parfaitement. C'est la clé. La liberté vaut plus que d'essayer de réparer quelque chose qui était déjà cassé. Nous avons parlé un peu plus longtemps avant qu'il ne rentre chez lui. J'ai fini le travail dans le jardin, j'ai ouvert une bière et je me suis assis sur mon porche arrière. Le soleil se couchait, les oiseaux chantaient, un quartier calme, ma maison, mon espace. Pas de drame, pas de mensonge, pas de manque de respect. J'ai pensé à cette fête de quartier il y a 6 mois. Comment elle m'a présenté comme quelqu'un qu'elle connaît. Comment j'aurais pu rester silencieux et continuer à faire semblant, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai dénoncé, j'ai fait le choix difficile, je suis parti avec ma dignité intacte. Et maintenant, j'étais exactement là où je devais être. Mon téléphone a vibré une fois de plus. Une autre demande de message de sa part. Je ne l'ai même pas ouverte. J'ai juste bloqué le compte et j'ai fini ma bière. Certaines personnes pensent que partir signifie que vous avez perdu. Ils ont tort. Partir signifie que vous connaissiez votre valeur et que vous avez refusé de vous contenter de moins. Je n'ai rien perdu. J'ai gagné tout ce qui comptait. Le respect, la liberté, la paix. Et c'est comme ça que l'on gagne.